CP la possibilité de bénéficier d'un kit de fourniture qui a été fourni par la ville de Paris. Évidemment, je le rappelle, pour celles et ceux qui ne le sauraient pas, on maintient un très haut niveau d'investissement en matière d'apprentissage, à la fois sur le plan scolaire et périscolaire, donc avec l'ensemble des fournitures qui sont permises dans toutes nos écoles, avec des temps périscolaires gratuits qui permettent aux enfants de bénéficier d'activités ludiques, culturelles, sportives, de façon à les initier à tout un ensemble de pratiques dont ils ne pourraient potentiellement pas bénéficier à la maison. Et au-delà de ça, de nombreuses visites dans les musées, les centres sportifs parisiens. Ça fera partie de la réflexion qu'on aura à posteriori des Jeux sur la partie héritage, mais Pierre en parlera mieux que moi à la fin des Jeux paralympiques. Cette rentrée scolaire a été marquée aussi pour nous sous le sceau de l'inclusion, puisque nos écoles parisiennes font l'objet de beaucoup de travaux de mise en accessibilité. Notre objectif étant qu'en 2025, chaque enfant parisien, chaque enfant qui habite à Paris, puisse bénéficier à moins de 10 minutes à pied d'enfant de chez lui, donc on estime aux alentours de 700 mètres, d'une école qui soit adaptée à sa situation de handicap. Et ça, je tiens vraiment à saluer le travail conséquent qui est fourni par la ville de Paris et par les agents de la ville de Paris, puisque c'est la mise en accessibilité bâtimentaire avec des investissements qui sont colossaux. Je le rappelle, 125 millions d'euros consacrés à l'accessibilité dédiée à cela lors de cette mandature. C'était le souhait de la maire, c'était l'engagement qu'on avait pris au moment de la candidature aux Olympiques et Paralympiques, à savoir la révolution culturelle en matière d'accessibilité, et c'est désormais une chose qui est en cours. Donc de façon très concrète, on accueille à Paris 4000 enfants en situation de handicap qui sont scolarisés en milieu dit ordinaire. On en a toujours un certain nombre qui sont actuellement sans proposition adaptée. On continue de travailler conjointement avec les services de l'État pour permettre d'améliorer l'accueil de tous les enfants qui le souhaitent, et notamment nous avons, grâce aux négociations qui ont été menées avec le rectorat et l'Académie de Paris et l'Agence régionale de santé, la création de 10 unités d'enseignement adaptées qui ont ouvert cette rentrée, 10 nouvelles qui vont ouvrir à la prochaine rentrée. On estime, côté Ville de Paris, le besoin à peu près 50 unités d'enseignement adaptées pour être en capacité d'accueillir l'ensemble des enfants. Je rappelle aussi, la Ville de Paris a signé une convention avec l'Académie de Paris de façon à ce que les AESH, qui sont les agents de l'éducation nationale qui accompagnent les enfants en situation de handicap de façon à permettre leur scolarisation en milieu ordinaire, et qui souvent sont des temps partiels, qui sont dans des situations assez précaires, et donc malheureusement la pérennisation et l'attractivité de ces postes n'est pas garantie, mais on espère que l'État va avancer sur ce sujet. En tout cas, du côté de la Ville de Paris, dans le cadre de nos compétences et de nos prérogatives, nous avons fait le choix de contractualiser donc avec le rectorat de façon à ce que ces agents puissent bénéficier d'un contrat côté Ville de Paris sur le temps du midi, notamment pour pouvoir accompagner les enfants en situation de handicap qui sont au collège lors de leur pause méridienne. 150 opérations de mise en accessibilité qui ont eu lieu cet été, c'est colossal, notamment quand vous voyez les sites qui étaient fermés et les voies qu'on a essayé de limiter au maximum pour le bon fonctionnement des Jeux et la bonne circulation. Pour autant, nous avons souhaité continuer les chantiers de mise en accessibilité des bâtiments scolaires pour permettre aux enfants de pouvoir aller à l'école, tout simplement, lors de cette rentrée. Dernier point, parce que ça a été beaucoup évoqué, la question des pannes d'ascenseur, notamment dans l'espace public. Certains dans la salle voient tout à fait ce dont je parle. C'est une grosse difficulté que nous avons, puisque ce sont des prestataires privés qui, à ce stade, ne répondent pas pour nous de façon satisfaisante à cette question de la récurrence des pannes et de leur durée. Donc nous avons fait le choix, en attendant de pouvoir continuer évidemment à travailler avec eux sur la sévérité de leur réponse et surtout l'efficacité des réparations qui seraient effectuées. Nous avons investi dans un dispositif qui s'appelle le Scala Mobile. Donc très concrètement, c'est un espèce de petit robot qui permet le déplacement et notamment la montée des escaliers des enfants scolarisés
et qui sont en situation de handicap si jamais une panne d'ascenseur devait survenir. Donc désormais, chaque arrondissement est doté d'un certain nombre d'équipements de façon à avoir une alternative à proposer dans l'hypothèse de panne d'ascenseur. C'est évidemment pas satisfaisant et on souhaite que les prestataires fassent leur travail tout simplement, mais en attendant, nous nous sommes organisés en conséquence. Dernier point sur la partie loisirs, parce que l'école c'est bien sûr le temps scolaire, mais c'est aussi tout le temps périscolaire et c'est tous les à côté sur lesquels nous avons souhaité investir très fortement, et notamment pour ceux qui ont fait la rentrée scolaire avec la mère dans le 18e à l'école Guadeloupe, comme dans toutes les écoles parisiennes, nous avons équipé nos écoles de ce qu'on appelle des bulles zen, donc ces espèces de petits igloos, notamment à destination des enfants autistes ou qui ont des troubles cognitifs ou des troubles de l'attention. C'est des endroits où ils peuvent s'installer, c'est tout cocooning à l'intérieur. Ça donne très envie de faire une sieste quand on y rentre. Et par ailleurs, ça bénéficie à la fois aux enfants en situation de handicap, mais aussi aux enfants qui ne sont pas en situation de handicap. Et ça aide globalement à l'apaisement collectif, à une forme de bienveillance, parce que c'est d'abord ça pour nous, l'accessibilité et l'inclusion. Donc sur les loisirs, nous avons 8 clubs municipaux, 3 centres associatifs qui accueillent une trentaine d'enfants. La moitié sont en situation de handicap et 2 supplémentaires sont dédiés aux jeunes de 11 à 16 ans, puisque ce ne sont pas les mêmes publics et pas les mêmes interlocuteurs, donc pour les accompagner. Voilà, tout ça pour vous dire que pour nous, la rentrée scolaire a été aussi l'occasion d'avancer sur cette question de l'accessibilité universelle. On est très fiers d'avoir accueilli pour la première fois de notre histoire les Jeux paralympiques, et ça a été pour nous réellement une accélération importante et puis un changement de paradigme important. Maintenant, on le voit, on le sait et on va continuer à travailler parce que l'accessibilité n'a pas de fin en soi, c'est un travail continu qu'on va intensifier encore après les Jeux. Je crois que je n'ai rien oublié. Et pour ceux qui sont intéressés, rendez-vous à 14h dans le 13e arrondissement. Je serais ravie de vous faire la visite avec l'ensemble de la délégation ukrainienne que nous accueillons. Merci Lamia. Notre rendez-vous à 15h30, si vous le souhaitez, avec la société la start-up Omni, qui propose comme des trottinettes en location qu'on peut plugger sur des fauteuils pour pouvoir se déplacer dans la ville. Un service qu'on a mis en place à Spot 24 au pied de la Tour Eiffel pour pouvoir, pour les personnes qui sont en fauteuil roulant, se déplacer dans Paris. Juste un petit commentaire. Tu me permets une petite incise qui est vraiment saluée par les personnes qui sont en fauteuil roulant et souvent en fauteuil roulant manuel, puisque vous savez que le coût des fauteuils roulants électriques est extrêmement conséquent et qui, pour beaucoup, voient une vraie amélioration de leur confort et de leur capacité de déplacement, voire pour certains qui me disent que c'est même plus confortable qu'un fauteuil électrique. Ce sur quoi un partenaire des Jeux qui est Toyota notamment travaille aussi, donc il y a sans doute une évolution qu'on va essayer de mettre en place assez rapidement. Juste un mot sur ce que tu as dit, pardon de rebondir, peut-être que ça intéresse peu de monde, mais on donne beaucoup de chiffres, etc. Mais vraiment, j'insiste sur les accompagnements dans les écoles. Les AESH, c'est vraiment un dispositif majeur pour garder les personnes en situation de handicap au sein des écoles dans un environnement scolaire traditionnel. C'est pas adapté à tous, mais quand c'est le cas, c'est vraiment important de renforcer l'attractivité de ces postes-là, y compris à titre personnel, j'ai connu des gens qui ont voulu le faire, mais qui n'avaient pas la capacité, parce que tellement le poste était peu attractif, en tout cas le statut déjà. Donc tu le disais, ça nécessite une évolution statutaire qui j'espère arrivera très vite pour qu'on puisse améliorer les conditions de ces accompagnants dans les écoles pour les personnes en situation de handicap et permettre aux parents aussi d'avoir, quand on a un enfant en situation de handicap, un parcours scolaire qui correspond à un parcours traditionnel qui n'est pas dans une institution spécialisée. Bref, ça me paraissait nécessaire de le dire, pardon pour cette petite parenthèse, mais voilà, c'est des sujets qui peuvent paraître très scolaires et on vous donne pas mal de chiffres, etc. Mais c'est aussi la vie de plein de gens au quotidien, donc voilà, ça me paraissait important de passer un peu de temps pour vous en parler, c'était l'occasion aussi pendant ces Jeux paralympiques. Voilà, on est prêt maintenant à répondre à vos questions. On n'a quasiment plus rien à vous dire, mais on va répondre à vos questions. Avec plaisir, comme toujours. On arrive en deuxième, mais du coup vous l'avez introduit. Non, plus sérieusement, la réflexion, elle est en cours, d'abord, parce que vous avez parlé aussi des agitos.
D'ailleurs, je vous invite à vous rendre, à venir ici vendredi matin, parce que la maire aura l'occasion d'une conférence de presse, je crois, vers 10h pour faire un certain nombre d'annonces dans la matinée. On précisera l'horaire, mais ça doit être vers 10h sur le sujet. Pour les jeux, pour les anneaux, ça découle aussi de leur emplacement qui a été choisi pendant les Jeux Olympiques, qui était sur la Tour Eiffel. Comme vous le savez, les anneaux actuels étaient des anneaux qui ne pouvaient pas rester sur le long terme parce qu'ils sont en acier, lourds et pas prévus pour d'autres conditions météorologiques, notamment et hivernales. Donc il faudra faire évoluer les anneaux actuels et on est en train de regarder avec le CIO, qui est le propriétaire des anneaux, et techniquement comment nous pourrions faire pour installer d'autres anneaux qui soient capables de rester sur un temps plus long, y compris d'affronter d'autres types de conditions météorologiques, de froid, de vent, etc. La réflexion nous a paru assez simple en termes de continuité. C'est là que les anneaux ont été posés. Je pense qu'ils ont trouvé un succès que je pourrais qualifier de planétaire, j'imagine, comme le sont les Jeux. Et c'est un symbole et un moment que l'on souhaite voir perdurer suite à la réussite assez peu contestable aujourd'hui, je pense, des Jeux Olympiques et également des Jeux Paralympiques. C'est pour ça qu'il y a aussi une réflexion qui est portée sur les agitos. Mais je vous donne rendez-vous vendredi matin là-dessus. Voilà un peu le process de réflexion. Il y a encore beaucoup de sujets en cours, techniques, juridiques. Donc on est en train de le regarder, de l'affiner. Je sais qu'il faut tout dire tout de suite et expliquer tout, mais on passe les étapes les unes après les autres. Et voilà, là en tout cas la volonté a été signifiée. Et maintenant, on regarde comment traduire concrètement tout ça. Merci. Très clairement, sur les deux sujets, l'hypothèse que vous évoquez de transfert de propriété n'est pas aujourd'hui, me semble-t-il, d'actualité. On discute avec le CIO, ils ne vont pas nous transférer la propriété des anneaux, ils sont propriétaires de ces anneaux et de ce qu'ils représentent. Donc là-dessus, on peut très bien passer une convention, et c'est ce dont je parlais en termes de points juridiques que nous sommes en train de voir. D'abord, il y a la faisabilité technique de la chose, et ensuite, évidemment, l'ensemble du cadre juridique qu'on est en train de sécuriser. Donc là-dessus, il n'y a pas de sujet. Le CIO souhaite que les anneaux restent comme dans toutes les villes qui ont accueilli les Jeux Olympiques, où il y a des anneaux comme ils étaient exposés dans le 20e arrondissement à la piscine Valeret. C'est exactement le même sujet, c'est dans toutes les villes olympiques, ce sont des symboles d'héritage qui restent. Voilà, ici, on a choisi de les laisser à leur emplacement actuel, mais ce sera d'autres anneaux, donc on va trouver le bon cadre pour ça. Pour votre deuxième question, rien de nouveau. Voilà. Est-ce que vous avez été surpris de ce qui a été annoncé il y a un mois? Pas du tout. Je veux dire, il y avait eu des déclarations, beaucoup de maires se sont manifestés, y compris dans des projets absolument improbables. Je crois que la maire a été très claire dans sa dernière interview à Ouest France, je crois. On a redit encore une fois que nous souhaitions que le parc et le PSG restent au Parc des Princes, que nous avons rappelé un dialogue pour la 10e fois sans doute avec le club. Voilà, donc après, tout ça, ce sont des positionnements politiques, et donc pour moi, rien de nouveau sur le sujet. Pour le dire, parce que les forums des sports vont arriver dès le prochain week-end, c'est allé sur 2 week-ends, comme c'est traditionnellement le cas à Paris. En revanche, on sait déjà, et on l'avait déjà anticipé, qu'il va y avoir effectivement un afflux, sans doute, j'espère, sans précédent, des licenciés à Paris, avec évidemment, sans doute, je ne pense pas qu'il faut voir une boule de cristal pour ça, mais dans les sports où la France a performé, un afflux de licenciés encore plus important, y compris dans le parasport. C'est bien pour ça qu'on s'est employé ces 3 dernières années à développer les sections parasportives pour pouvoir accueillir aussi dans le parasport l'ensemble, en tout cas le plus grand nombre de demandes que l'on aura sur les différentes sections. Sur les sports traditionnels, évidemment, valides, c'est aussi le cas, avec sans doute des tensions sur certaines
sur certains sports parce que beaucoup de licenciés, il faut avoir la capacité de les accueillir dans les clubs et puis des créneaux qui conviennent. Donc oui, j'ai déjà eu quelques retours de clubs qui me disent mais il y en a encore beaucoup d'autres, mais c'est un peu tôt encore pour tirer des conclusions et des enseignements sur le sujet. Et peut-être juste une petite précision, justement, en anticipant un petit peu, on espère, une augmentation de la pratique sportive parisienne. On a, dans le cadre du nouveau plan local d'urbanisme bioclimatique, d'ores et déjà défini certains bâtiments sur lesquels on souhaite pouvoir développer des équipements sportifs, puisque la contrainte de Paris est celle du foncier. Et c'est vrai qu'on a déjà, sur certaines disciplines, des listes d'attente. Donc notre souhait, c'est de pouvoir aussi développer les infrastructures. Et normalement, le nouveau plan local d'urbanisme devrait nous permettre d'augmenter notre capacité, si on va au bout, presque de 20 à 30% si on est très ambitieux. Notre capacité, notre surface de pratique sportive pour les clubs et associations. On aura l'occasion d'y revenir quand il sera complètement finalisé. Mais effectivement, c'est un enjeu majeur pour nous. La densité de Paris et le fait qu'on n'ait pas énormément d'espace nous contraint. Donc il faut trouver des manières d'optimiser à la fois l'espace et à la fois l'utilisation de nos équipements sportifs, y compris ceux qui sont dans les établissements scolaires. C'est aussi un enjeu lorsque l'établissement scolaire n'est pas en fonctionnement. Et effectivement, pouvoir optimiser des surfaces déjà utilisées. Donc c'est ce que disait Lamia. C'est pour moi, en tant que aussi adjoint en charge des sports, un enjeu extrêmement fort de l'héritage qu'on a, me semble-t-il, bien préparé, mais qu'il va falloir maintenant développer dans les prochains mois. En termes de portée symbolique, on parle tout à fait de la même chose. En l'occurrence, l'Arc de Triomphe, c'est un monument mort. Le soldat inconnu, le ravivage de la flamme, avec des cérémonies souvent qui sont liées à un enjeu de mémoire, donc on ne parle pas de la même portée symbolique. Et je vous propose peut-être que vous reveniez vendredi matin, où il y aura, on vous précisera l'horaire très vite, une invitation à partir, la maire qui sera présente et qui nous dira un certain nombre de choses par rapport à cela. Et je crois que personne ne sera choqué que la ville de Paris souhaite, face à cet événement international qui a suscité énormément d'enthousiasme, énormément d'engouement, énormément d'envie partout dans le monde, qu'on souhaite en garder un héritage vivant. Vous voyez, regardez un peu tout ce qui se passe dans les rues, regardez l'afflux que vous avez autour de la Vasque, regardez l'afflux de touristes, de visiteurs et ce que ça a suscité en termes de dynamique partout dans le monde. Il est tout à fait légitime que cette question de la pérennisation de l'héritage se pose. Vous avez l'héritage matériel, donc typiquement les anneaux, les agitos. Vous avez le Bercy de la Porte de la Chapelle, l'arène de la Porte de la Chapelle, vous avez toutes nos infrastructures de mise en accessibilité, les lignes de bus, bref, la liste serait extrêmement longue. Et vous avez aussi l'héritage immatériel. Et cet héritage immatériel, il est symbolique, c'est les images qu'on garde en tête, c'est aussi des interrogations qu'on peut se poser sur des images magnifiques qu'on a vues. Et évidemment que nous, en tant qu'élus parisiens, mais au-delà de ça, en tant que parisiens, ce qu'on souhaite, c'est pouvoir garder ça tout le temps. Sauf qu'on ne peut pas avoir les jeux chaque année. Et en plus, ça nous fatiguerait vraiment beaucoup. En revanche, on souhaite garder cet esprit-là. Et c'est ça le sens de la réflexion qui est en cours. Et on ne va pas mettre la charrue avant les bœufs, mais on vous en parle très vite. Merci, bonne journée à tous.